Mon gendre m'a regardé droit dans les yeux, à ma propre table, pour me dire que j'étais un embarras pour sa carrière. Il a affirmé que je devrais vendre ma maison, prendre l'argent que je pourrais en tirer et m'installer dans un endroit plus approprié pour un homme de ma condition. Il parlait d'une résidence senior. Il voulait dire un endroit où il n'aurait plus à me voir. Ce que Damien Morel ne savait pas, ce qu'il n'avait jamais pris la peine de découvrir en 4 ans de mariage avec ma fille, c'est que je possédais l'immeuble de bureau où travaillait son cabinet d'avocat. Le parking couvert juste à côté et 6 autres propriétés commerciales dans un rayon de 3 km autour de son bureau. Lorsqu'il m'a tendu une brochure pliée pour une résidence pour retraités à Arcachon en disant que ce serait mieux pour tout le monde, je n'ai pas dit un mot. J'ai simplement hoché la tête et lui ai dit que j'allais y réfléchir. Ce soir-là, j'ai passé 2 appels. Damien Morel a passé les 30 jours suivants à apprendre que l'homme le plus dangereux dans une pièce est celui que tout le monde a déjà sous-estimé. Je m'appelle François Beaumont. J'ai 64 ans. Je conduis un vieux Peugeot Expert de 2005 avec un rétroviseur fissuré que j'ai l'intention de réparer depuis 2 ans. Je porte des pantalons de travail Lafond. La plupart du temps, ceux avec les genoux renforcés, et je garde un mètre ruban à ma ceinture par habitude, même si je n'ai pas mis les pieds sur un chantier depuis des années. Mes voisins pensent que je suis un entrepreneur à la retraite. Les amis de ma fille pensent que je suis un veuf vivant de mes économies et de sa petite pension de retraite. Damien pense que je suis un boulet. Aucun d'entre eux ne m'a jamais demandé ce que je faisais réellement de mon temps. Ma femme Hélène est décédée il y a 9 ans. Un cancer diagnostiqué au printemps, parti en novembre. Elle avait 53 ans et c'était la personne la plus intelligente que j'ai jamais connue. Pendant nos 28 ans de mariage, elle était la seule à qui je disais tout. Après sa mort, j'ai continué à diriger l'entreprise comme nous l'avions toujours fait, discrètement, prudemment, sans que personne d'autre n'ait besoin d'en connaître les détails. Hélène disait souvent que l'homme qui a besoin que les gens sachent ce qu'il vaut a déjà avoué qu'il n'y croyait pas lui-même. J'y croyais. J'y crois toujours. Groupe Immobilier Beaumont. Nous possédons et gérons des biens immobiliers commerciaux à travers la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie. 22 propriétés, des immeubles de bureaux, des centres médicaux et une zone commerciale mixte dans le quartier des Chartrons à Bordeaux. Nous l'avons développé à partir d'un terrain vague à l'abandon en 2009, quand tout le monde avait trop peur d'y toucher. La valeur actuelle du portefeuille s'élève à environ 58 millions d'euros. J'ai une gestionnaire de patrimoine nommée Louise qui s'occupe des opérations quotidiennes depuis 11 ans. J'y passe 2 fois par semaine, j'examine les chiffres, je prends les décisions et je repars. Personne au bureau ne s'habille comme moi. Ils ont appris à ne pas faire de remarques. Claire, ma fille, a 32 ans. Elle a les yeux de sa mère et son rire, et malheureusement, la tendance de sa mère à faire confiance aux gens qu'elle aime bien au-delà de ce que la raison dicte. Elle a rencontré Damien lors d'une soirée de cabinet il y a 4 ans. Il avait 31 ans à l'époque, collaborateur senior chez Mercier et Associés, l'un des plus gros cabinets de litige commercial de Bordeaux. Beau gosse, sûr de lui. Le genre d'homme qui vous serre la main tout en balayant déjà la pièce du regard. Pour trouver quelqu'un de plus utile. Je l'ai vu dès la première fois qu'elle l'a ramené à la maison. Je n'ai rien dit car Hélène m'avait toujours dit que le moyen le plus sûr de pousser une fille vers un homme est de lui dire qu'il ne lui convient pas. J'ai observé à la place. La première année s'est bien passée. Damien était poli, attentionné, il se faisait un point d'honneur de m'interroger sur mon travail. Je lui ai dit que j'avais fait un peu de rénovation, un peu de gestion immobilière, je suis resté vague. Il n'a pas posé de questions de suivi. Les gens qui sont vraiment curieux posent des questions de suivi. Damien a recommencé à parler de son propre travail presque immédiatement, ce qui m'a dit
Tout ce que j'avais besoin de savoir sur ce qu'ils considéraient comme important. Ils se sont mariés lors d'une petite cérémonie dans un domaine près de Saint-Émilion. J'ai payé le mariage sans en parler. Claire pensait qu'elle utilisait l'argent qu'Hélène avait laissé sur un compte d'épargne. Ce n'était pas le cas, mais il n'y avait aucune raison de la détromper. La deuxième année, Damien a été mis sur la voie pour devenir associé. Son salaire est passé de 85 000 à 140 000 euros, et j'ai vu quelque chose changer en lui, de la même manière que je l'avais vu chez d'autres hommes accédant à de l'argent qu'il n'avait pas encore pleinement mérité. Il a pris une BMW en leasing. Ils ont quitté leur appartement du centre-ville pour une maison de 4 chambres au Bouscat, qu'ils pouvaient techniquement s'offrir, mais seulement si rien ne tournait mal. Ils ont commencé à dîner avec le genre de personnes qui parlent des propriétés qu'elles possèdent sur le même ton que les autres parlent d'eux. Leur club de foot. La troisième année, Claire a mentionné lors du repas de Noël que Damien posait des questions sur ma maison. Ma maison est une bâtisse en pierre de 1920 sur l'avenue de la République. Je l'ai achetée en 1987 pour une bouchée de pain, je l'ai rénovée moi-même pendant 3 ans et j'y vis depuis lors. Hélène adorait cette maison. Elle avait planté les camélias le long de l'allée et peint le plafond de la terrasse dans cette nuance particulière de bleu charrette traditionnelle dans nos campagnes. Elle disait que ça éloignait les insectes et les mauvais esprits. À sa mort, je n'aurais pas pu quitter cette maison même si on m'avait payé pour le faire. Le quartier avait radicalement changé autour d'elle au fil des ans. Ce qui était une zone limite en 1987 était maintenant l'un des codes postaux les plus prisés de Bordeaux. Ma maison, avec ses 3 chambres, ses parquets d'origine et l'atelier derrière la structure principale que j'ai construit de mes propres mains, valait entre 650 000 et 700 000 euros, selon le marché. Damien le savait. Il avait fait des recherches. Il a commencé à faire des commentaires dès qu'il a découvert la valeur estimée. Subtil au début. Papa, as-tu pensé à prendre quelque chose de plus petit? Papa, une maison de cette taille doit être lourde à entretenir. Seul. Papa, les taxes foncières sur un tel bien doivent être brutales avec une retraite fixe. Je répondais à chaque fois de la même manière. Je lui disais que j'étais bien, que la maison était payée, que j'aimais mon quartier. Il hochait la tête et regardait Claire de cette manière particulière qu'ont les couples de communiquer tout un argumentaire rien qu'avec les yeux. Le dîner où tout s'est accéléré a eu lieu un jeudi de mars. Damien venait d'être officiellement nommé associé chez Mercier et Associés. C'était un dîner de célébration chez eux. Claire cuisinait le rôti de bœuf qu'elle avait appris de sa mère. Damien ouvrait une bouteille de vin onéreuse et parlait pendant 45 minutes de ce que l'association signifiait pour leur trajectoire financière. Ses parents étaient là, Jean et Martine Morel. Tous deux retraités de la vente immobilière à Lyon. Jean avait cette assurance bruyante de l'homme qui a vendu assez de maisons pour croire qu'il comprend l'immobilier mieux que quiconque dans la pièce. Au milieu du dîner, Jean l'a dit directement. François, je vais être honnête avec toi. Parce que Damien fait partie de la famille maintenant. Ta maison sur l'avenue 2. La République est assise sur une mine d'or. Si tu récupères ce capital, tu pourrais t'installer très confortablement, quelque part plus facile à gérer. Les résidences-services d'aujourd'hui sont vraiment exceptionnelles, rien à voir avec les vieux hospices. Je lui ai dit que je n'étais pas intéressé par les résidences-services. J'ai 64 ans et je cours 6 km chaque matin. Il a ri comme si j'avais fait une blague. Damien s'est raclé la gorge. Papa, Jean a raison. Claire et moi en avons discuté. La maison est un actif significatif et honnêtement, vu ta situation, il est plus logique de liquider que de laisser dormir l'argent. Nous pourrions t'aider à gérer le processus. S'assurer que tu en tires la meilleure valeur.
Ma situation, j'ai demandé ce qu'il entendait par là. Damien a posé son verre de vin avec la précision calculée d'un homme. Choisissant ses mots. Papa, tu as des revenus fixes. Tu es seul. Cette maison nécessite des travaux. Les fondations travaillent sur le côté est. L'électricité date probablement de l'après-guerre et tu brûles de l'argent. Taxe foncière chaque année que tu pourrais investir. Claire et moi avons maintenant la stabilité pour reprendre un tel bien. Nous pourrions le rénover correctement. L'utiliser pour bâtir un véritable patrimoine générationnel. Quelque chose à transmettre. Quelque chose à transmettre. Bâti avec mon argent. Entretenu avec mon argent sur un terrain que je possédais depuis 37 ans. Je lui ai demandé quand il avait fait expertiser les fondations. Il a hésité. Nous avons demandé à quelqu'un de jeter un coup d'œil il y a quelques semaines, juste pour comprendre ce que nous allions assumer. Ils avaient envoyé quelqu'un inspecter ma maison sans me le dire. J'ai repris ma fourchette et j'ai continué à manger. Je leur ai dit que j'allais y réfléchir. Martine m'a souri avec la chaleur particulière de quelqu'un qui croit venir de vous rendre service. Jean a rempli mon verre de vin. Damien a fait un signe de tête à Claire, satisfait. Comme si l'affaire était classée. Ce soir-là, je suis rentré chez moi, je me suis assis sur la terrasse sous le plafond bleu d'Hélène et j'ai pensé à l'expression sur le visage de Damien quand il avait prononcé le mot générationnel, comme s'il avait inventé le concept. Comme si j'étais un obstacle dans un plan plutôt que l'homme qui avait bâti tout ce que le plan tentait d'atteindre. Je suis allé me coucher. Au matin, j'ai appelé Louise. Louise Tran est ma gestionnaire depuis 11 ans et elle en sait plus sur les rouages du groupe Beaumont que moi. Elle a décroché avant la deuxième sonnerie. Comme toujours. Je lui ai dit que j'avais besoin d'examiner la situation du bail. De Mercier et Associés. Elle l'a affiché pendant que je parlais encore. Bail commercial de 12 ans sur les 4e et 5e étages du 840 rue de l'Intendance, l'immeuble Beaumont, dans lequel Damien entrait chaque matin sans jamais faire le lien entre le nom sur le répertoire du hall et l'homme qui conduisait une camionnette au miroir fissuré lors des dîners de sa fille. Le renouvellement du bail arrivait en août. Louise, j'ai dit, je veux revoir notre position de renouvellement sur cette propriété. Analyse complète des tarifs du marché, pas de clause d'ancienneté, et prépare-moi un résumé de nos options sur le parking attenant. Le cabinet d'architecte d'à côté vient de libérer son étage. Je veux savoir ce que nous pouvons faire de cet espace. Elle est restée silencieuse un moment. François, est-ce que c'est à propos de ton gendre? Je lui ai dit qu'il s'agissait de gérer un portefeuille de manière responsable. Elle a ri, ce qu'elle est autorisée à faire, et a dit qu'elle aurait tout prêt pour vendredi. J'ai passé mon deuxième appel à mon avocat, un homme nommé Maître Billon, avec qui je travaille depuis 15 ans et qui est constitutionnellement incapable d'être surpris par quoi que ce soit. Maître? J'ai dit, je dois revoir mes documents de succession et je les veux inattaquables avant la fin du mois. Tout. La structure du trust, les holdings immobilières, les arrangements de succession, tout. Et je veux savoir quelles sont mes options si quelqu'un tente de contester légalement ma capacité à gérer mes propres biens. Billon a demandé qui comptait argumenter là-dessus. Je lui ai dit personne pour l'instant. Je voulais être prêt avant qu'il ne le fasse. Il a dit qu'il réorganiserait sa semaine. Je devrais expliquer quelque chose ici. Parce que je sais ce que cela laisse paraître. On pourrait croire que j'étais secret, que j'avais délibérément gardé ma famille dans l'ignorance pour une raison calculée. La vérité est plus simple et plus difficile à expliquer aux gens qui mesurent les relations à la valeur nette. Hélène et moi avions décidé très tôt que nous vivrions avec ce dont nous avions besoin, et épargnerions ce que nous pourrions, et ne laisserions pas l'argent définir la façon dont les gens nous voyaient ou dont nous nous voyons nous-mêmes. Nous conduisions des
Véhicule pratique. Nous cuisinions à la maison. Nous faisions des voyages en voiture au lieu de vacances internationales de luxe. Nous donnions à des causes en lesquelles nous croyions sans l'annoncer. Et nous avons élevé Claire dans une maison où elle gagnait son argent de poche, travaillait à temps partiel pendant le lycée, et comprenait que ses parents étaient à l'aise sans jamais saisir l'ampleur de ce que à l'aise signifiait. C'était intentionnel. Nous voulions qu'elle construise sa propre identité avant d'avoir une raison de se définir par un héritage. Je pense que ça a marché. Claire est gentille, capable et travailleuse. Le problème n'était pas Claire. 3 semaines après le dîner, un document est arrivé chez moi en recommandé. Il provenait d'un avocat immobilier que je ne connaissais pas, avec une en-tête de lion, ce qui me disait que Jean Morel avait passé des appels. La lettre stipulait qu'étant donné mon âge, l'occupation solitaire d'un bien dépassant largement mes revenus déclarés, et les bénéfices potentiels pour ma sécurité financière et mon bien-être physique, ma famille était prête à m'aider à explorer une transition vers un logement plus adapté. Il y avait un calendrier proposé. Il y avait un langage sur le fait de s'assurer que je recevais les soins appropriés en vieillissant. Il y avait une ligne que j'ai lue 3 fois pour être sûr de ne pas avoir mal compris. La ligne disait que si je refusais de m'engager volontairement dans ce processus, ma famille était prête à explorer les voies légales pour garantir mon bien-être et la gestion responsable de mon patrimoine. Les voies légales. Une mise sous tutelle, en somme. J'ai posé la lettre sur ma table de cuisine, la même table où j'avais aidé Claire à faire ses devoirs pendant 12 ans, et j'ai senti quelque chose devenir très calme en moi. Pas de la colère exactement, plutôt de la clarté. J'ai appelé Claire. Elle a répondu à la 2e sonnerie, elle semblait distraite. Papa, salut, tout va bien? Je lui ai demandé si elle avait vu la lettre. Elle a hésité. Damien a mentionné qu'il travaillait avec quelqu'un pour aider à organiser les choses. Il a dit que c'était pour ton bien. Je lui ai demandé si elle l'avait lu. Une autre pause. Pas en entier. Claire, la lettre menace d'une action en justice pour me forcer à quitter ma maison. Elle a dit que ce n'était pas ainsi que Damien le lui avait expliqué. Je lui ai dit que je comprenais cela. Je lui ai dit que je l'aimais et que je la recontacterais bientôt. Elle a dit, papa, attends. Et j'ai pu entendre la voix de Damien en arrière-plan, alors j'ai raccroché. Je me suis rendu à mon bureau de la rue de l'Abbé de l'Épée, celui dans l'immeuble que personne ne sait que je possède, et je me suis assis avec Louise et Billon, et nous avons planifié exactement ce qui allait se passer ensuite. L'occasion s'est présentée. 2 semaines plus tard. Damien avait été nommé au comité des jeunes leaders du barreau de Bordeaux, et il y avait une réception au Grand Hôtel de Bordeaux. Face à l'Opéra. Cocktail, environ 80 personnes, d'autres avocats, quelques juges, des figures locales du monde des affaires, le genre de foule dans laquelle Damien avait travaillé toute sa vie d'adulte pour être invité. Claire avait appelé 2 fois pour demander si je venais. J'ai dit que je ne manquerais ça pour rien au monde. Je portais un pantalon de travail propre et une chemise à carreaux. Le même mètre ruban à ma ceinture. J'ai conduit le Peugeot et je me suis garé dans le parking des grands hommes qui coûtent une fortune de l'heure, et qui m'appartient aussi, bien que je n'y ai pas pensé jusqu'à ce que je m'en éloigne. L'espace événementiel était chaleureux, éclairé de lumière dorée. Rempli du bourdonnement particulier des gens ambitieux qui font du réseautage à toute vitesse. J'ai pris un Perrier au bar et j'ai trouvé un endroit près de la fenêtre d'où je pouvais regarder la place de la Comédie et laisser la salle s'installer autour de moi. Claire m'a trouvé la première. Elle était magnifique. Mais stressée, comme elle l'est toujours lors des événements professionnels de Damien. Elle m'a serré fort dans ses bras et a chuchoté, « Papa, s'il te plaît. Ne le laisse pas commencer quoi que ce soit ce soir. »
Je lui ai dit que je ne commençais rien. C'était tout à fait vrai. Damien a fait le tour de la salle. Pendant 40 minutes avant d'arriver à moi. Quand il est enfin venu, il était accompagné de 2 autres hommes, tous 2 avocats de cabinets concurrents, et il portait l'expression particulière d'un homme qui s'apprête à faire une démonstration. François, content que tu aies pu venir. Tu te souviens de Paul Mercier, mon associé principal. J'ai serré la main de Paul Mercier. Je connaissais Paul. Il ne me connaissait pas. Et voici Gordon Reeves, de GR Capital. Il s'occupe d'acquisitions commerciales sur la côte. Gordon Reeves m'a serré la main avec l'attention distraite d'un homme qui avait déjà décidé que je n'étais pas utile. Alors François, a dit Damien, qu'est-ce qui t'occupe ces jours-ci? Je lui ai dit un peu de gestion immobilière, quelques conseils en construction. Damien a souri à Paul et Gordon avec la tolérance patiente de quelqu'un gérant un parent âgé. François a été dans le bâtiment toute sa carrière. Un bon travail honnête. Il a posé brièvement sa main sur mon épaule. Il pense à simplifier un peu sa vie. N'est-ce pas, papa? Vendre la maison, regarder du côté des nouvelles résidences vers Mérignac. Paul a dit que ces développements étaient agréables. Gordon a dit qu'il avait entendu de bonnes choses sur le corridor de Mérignac. J'ai bu une gorgée de mon Perrier. J'ai dit. Gordon, sur quel genre d'acquisition GR Capital se concentre-t-il? Il s'est lancé immédiatement, comme le font les gens quand on leur laisse la parole. Commercial et mixte principalement. Nous regardons de près les quartiers en devenir. Il y a encore beaucoup de potentiel. Le défi est que la propriété actuelle de certains de ces immeubles est fragmentée. Difficile de monter une acquisition contiguë. J'ai demandé quels immeubles spécifiquement il visait. Il en a cité 3, tous les miens. Damien me regardait avec l'expression légèrement ennuyée d'un homme attendant que la conversation revienne à lui. J'ai dit, ce sont des cibles intéressantes. Je connais bien le propriétaire de 2 de ces immeubles. Il a déjà été approché et a refusé. Il a tendance à conserver sur le long terme. Gordon semblait légèrement plus intéressé. Vous savez qui détient les titres sur le secteur de l'intendance? Je le sais, oui. Damien a dit, François fait un peu de gestion, il doit connaître quelques-uns des petits propriétaires du coin. J'ai regardé Damien. Puis j'ai regardé Paul Mercier qui consultait son téléphone avec l'air distrait d'un homme ayant de meilleures conversations en attente. Paul, j'ai dit, j'ai l'intention de me présenter proprement. Je suis le propriétaire de l'immeuble que votre cabinet loue. Paul a levé les yeux de son téléphone. Le 840 rue de l'Intendance, j'ai précisé. 4e et 5e étage, 2000 mètres carrés. Le groupe Beaumont détient ce bien depuis 2004. Votre bail actuel court jusqu'en août. Paul m'a dévisagé. Il sait à quoi je ressemble sur le papier. Il a vu mon nom sur chaque document de bail depuis 15 ans. François Beaumont. J'ai dit. Groupe immobilier Beaumont. La salle n'est pas devenue silencieuse. Pas toute la salle, mais notre coin particulier, si. L'expression de Paul Mercier est passé par plusieurs stades en environ 2 secondes. Damien avait cessé de bouger entièrement. Gordon Reeves me regardait avec une attention focalisée qu'il ne m'avait pas accordée 30 secondes plus tôt. Paul a dit. Je suis désolé, vous êtes François Beaumont? Le François Beaumont? Lui-même. La voix de Damien est sortie étrange et atone. Papa, de quoi tu parles? Je me suis tourné vers mon gendre. Tu loues tes bureaux chez moi. Damien. Depuis 4 ans. L'immeuble où se trouve ton cabinet. Le parking que tu utilises tous les jours. Tout ça est à moi. Ce n'est pas. Damien a
Secouer la tête. Ton nom est Beaumont. Je le savais. Je n'ai juste jamais fait le lien. J'ai dit, aucune raison que tu le fasses. Je n'ai jamais ressenti le besoin de faire de la publicité. Gordon Reeves a dit doucement. Groupe Beaumont. C'est vous qui avez raflé le secteur des Chartrons en 2009. C'est nous. Il avait l'air de recalculer quelque chose d'important. Tout le portefeuille, a-t-il dit, ça représente quoi, 50, 60 millions d'actifs? La valorisation actuelle est de 58 millions, j'ai dit, à peu de choses près selon ce que fait le marché ce trimestre. Paul Mercier était devenu d'une pâleur particulière, celle qui vient de la compréhension soudaine des implications d'une situation. Damien, ton beau-père, commença-t-il. Gordon sortait une carte de visite. François, j'aimerais sincèrement que nous nous asseyions si jamais vous envisagez une stratégie de cession partielle. J'apprécie, Gordon. J'ai dit. Mais je ne cherche pas à vendre actuellement. Damien m'a attrapé le bras. Pas fort, mais sans réfléchir. Papa, pourquoi tu n'as rien dit? Quand nous avons envoyé cette lettre? Quand nous avons parlé de la maison? J'ai doucement retiré sa main de mon bras. Damien, tu m'as envoyé une lettre menaçant d'une action en justice pour m'expulser de ma propre maison. Tu as fait expertiser mon bien sans mon accord. Tu as impliqué ton père dans un plan pour prendre un actif que j'ai bâti et payé bien avant que tu n'atteignes tes 20 ans. Papa, je ne savais pas. Tu n'as pas demandé, j'ai dit. Il y a une différence. Claire était apparue au bord de notre petit cercle, attirée par l'instinct que quelque chose n'allait pas. Elle a regardé Damien, puis moi, puis l'expression de Paul Mercier, et j'ai vu qu'elle comprenait que quelque chose avait changé irrévocablement. Papa, qu'est-ce qui se passe? J'ai regardé ma fille et j'ai ressenti ce que je ressentais toujours en la regardant, le souvenir de sa mère et le poids de tout ce qu'Hélène avait manqué. J'explique. Quelque chose que j'aurais dû expliquer il y a longtemps, que j'ai dit. Je suis resté encore 20 minutes. J'ai eu 3 conversations sérieuses sur le portefeuille des Chartrons et j'ai donné ma carte à Gordon Reeves parce qu'il était au moins honnête sur ce qu'il voulait. Paul Mercier m'a serré la main 3 fois en l'espace de 10 minutes avec la ferveur particulière d'un homme qui vient de réaliser qu'il aurait dû être bien plus déférent ces 4 dernières années. Damien se tenait près de la fenêtre avec un verre qu'il ne touchait pas et regardait la ville. Quand je suis parti, Claire m'a raccompagné à la porte. Elle tenait mon bras comme elle le faisait quand elle était petite. Et que nous traversions la rue. Papa, dit-elle, je dois te parler. Pas ce soir, mais bientôt. Je lui ai dit qu'elle savait où j'habitais. Elle a ri, un petit rire brisé, et m'a serré dans ses bras dans l'entrée du grand hôtel. Pendant que d'autres avocats en costumes onéreux passaient devant nous. Je t'aime, a-t-elle dit contre mon épaule. Moi aussi je t'aime, ma puce, j'ai dit. Ça n'a pas changé. Je suis rentré chez moi, j'ai fait du café, je me suis assis sur la terrasse. Les camélias d'Hélène se portaient bien cette année. Le plafond bleu charrette accrochait la lumière de la rue comme il le faisait toujours. Ce bleu doux et lumineux qu'elle avait choisi sur un nuancier haut magasin de bricolage en disant que c'était ce à quoi elle imaginait que la paix ressemblerait si c'était une couleur. Je suis resté assis là longtemps. Claire a appelé à 23 heures. Je l'ai laissé parler pendant 40 minutes sans l'interrompre. Elle m'a tout dit sur ce que Damien avait dit à propos de la maison et du plan, et des conversations avec ses parents et l'avocat de Lyon. Elle m'a dit qu'elle n'était pas au courant de la lettre avant qu'elle ne soit envoyée. Elle m'a dit qu'elle avait découvert il y a 2 jours que Damien avait déjà ses propres conversations avec un agent immobilier sur ce qu'il ferait de la propriété de l'avenue de la République après y avoir emménagé. Elle a pleuré à ce moment-là. Je lui ai dit que la maison était dans une SCI familiale
qui la protégeait de toute réclamation extérieure. Je lui ai dit que maître Billon s'en était assuré et que la structure était ainsi faite depuis des années. Pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec Damien. Je lui ai dit qu'elle n'avait pas à s'inquiéter pour la maison. Elle a dit qu'elle ne pleurait pas pour la maison. Elle pleurait parce qu'elle était dans cette salle à manger. Quand Damien avait parlé de ma situation et qu'elle n'avait pas protesté, elle l'avait laissé utiliser ce mot pour décrire la vie de son père sans le corriger. Je lui ai dit que c'était de cela que nous devions parler. Pas ce soir. Cependant, ce soir, elle devait rentrer chez elle et avoir une conversation avec son mari, et moi j'avais besoin de dormir. Les 2 semaines suivantes ont été calmes, de la manière dont le temps est calme avant qu'une tempête ne traverse la région. Paul Mercier a appelé Louise un lundi matin pour le renouvellement du bail. Il était poli, professionnel et extrêmement intéressé par nos conditions de renouvellement. Louise lui a dit que nous fonctionnerions aux tarifs actuels du marché, une augmentation significative par rapport aux tarifs préférentiels dont Mercier et associés bénéficiaient depuis plusieurs années. Elle a été agréable à ce sujet. C'était purement une décision commerciale. Le cabinet avait jusqu'en juin pour répondre. Damien, j'ai appris par Claire, passé un mois difficile. Les associés de son cabinet étaient soudainement devenus très conscients que le comte Beaumont, qui générait une part non négligeable de leur travail de litige immobilier commercial, était lié au beau-père de leur collègue, un fait qu'aucun d'entre eux n'avait compris auparavant. Il y eut des conversations derrière des portes closes. Damien, à son crédit, n'avait blâmé personne d'autre que lui-même. Dans ces conversations, ce dont j'ai été informé et que j'ai noté. Jean Morel m'a appelé directement, ce à quoi je ne m'attendais pas. Il était plus bourru au téléphone qu'il ne l'avait été à table, dépouillé du vin et de la performance sociale. François, dit-il, je pense qu'il y a eu un malentendu. Je lui ai demandé d'être spécifique. Il a dit que la lettre de Lyon avait été l'idée de Damien, mais que lui, Jean, avait suggéré l'avocat et qu'il se sentait une part de responsabilité. Il a dit qu'il n'avait pas compris l'image globale et qu'il aurait dû me parler directement au lieu de faire des suppositions. C'était ce qui se rapprochait le plus d'excuses dont il était capable. J'en ai pris acte. Je lui ai dit que j'appréciais l'appel. Je lui ai dit que je ne lui en tenais pas rigueur tant que cela ne se reproduisait pas. Il a dit que ce ne serait pas le cas. Nous avons raccroché. Je l'ai respecté un peu plus pour avoir passé cet appel. Claire est venue me voir un samedi matin, 3 semaines après la réception. Elle est venue seule. Elle portait un jean et l'un des vieux pulls de sa mère qu'elle avait pris à la maison il y a des années, le vert foncé avec le poignet gauche effiloché. Elle ressemblait à elle-même, d'une manière qu'elle n'avait pas toujours quand elle était au milieu du monde de Damien. Elle s'est assise en face de moi à la table de la cuisine avec un café et a dit « Papa, je dois te demander quelque chose et j'ai besoin que tu me dises la vérité. » Je lui ai dit que je l'avais toujours fait. Elle a dit « Est-ce que tu savais que nous allions essayer de te pousser hors de la maison? Est-ce que tu as tout mis en place parce que tu savais déjà ce que nous planifions? » J'ai réfléchi à cela. Je lui ai dit la vérité, à savoir que je ne connaissais pas les détails. Je savais que quelque chose arrivait. L'inspection des fondations à mon insu, la conversation de Noël, la façon dont Damien mesurait ma maison du regard depuis 6 mois. J'avais vu la pression monter. Je m'étais assuré d'être prêt avant qu'elle n'arrive, mais je n'avais rien orchestré. J'avais juste été prêt. Elle est restée silencieuse un moment. Elle a regardé la cuisine, les hauts plafonds, les moulures d'origine et la fenêtre au-dessus de l'évier où Hélène gardait des herbes aromatiques dans de petits pots en terre cuite. Claire les avait remplacés sans qu'on lui demande l'année suivant la mort de sa mère. Il y avait 3 pots de basilic et un romarin un peu fatigué là-haut maintenant.
Papa. Dit-elle, pourquoi ne nous as-tu pas parlé de l'entreprise, de l'argent? Pas. Parce que tu nous dois quoi que ce soit. Juste, pourquoi? J'ai entouré mon mug de café de mes deux mains et j'ai essayé de trouver les mots justes, ce que je cherchais depuis 9 ans. Ta mère et moi en avons beaucoup parlé après ta naissance. Nous avions tous les deux grandi en voyant des gens que nous connaissions changer à cause de l'argent. Pas toujours de manière évidente. Parfois, c'était juste un ramollissement, où les difficultés de la vie ne les atteignaient plus, où ils cessaient de devoir trouver des solutions par eux-mêmes parce qu'il y avait toujours un coussin de sécurité. Nous ne voulions pas ça pour toi. Nous voulions que tu saches ce que les choses coûtent, ce que signifie le travail, ce que signifie bâtir quelque chose à partir de rien. Nous pensions que cela importait plus que de savoir que nous pouvions payer pour n'importe quel problème que tu aurais pu avoir. Elle a dit, mais tu as payé pour des choses. Le mariage. J'ai dit, c'était différent. Elle a souri un peu. Papa, tu ne peux pas décider unilatéralement de ce qui est différent. C'est juste, j'ai dit. Ta mère aurait dit la même chose. Elle a regardé le romarin. Elle est restée immobile un moment. Puis j'ai parlé à Damien hier soir. Vraiment parler. Je veux dire, pas la version où nous gérons chacun ce que l'autre entend. J'ai attendu. Il a dit qu'il avait honte. Pas la version d'avocat de la honte, où on dit les mots et on explique son raisonnement. Vraiment honte. Il a dit qu'il avait passé tellement de temps à construire une identité professionnelle basée sur le fait d'être le plus intelligent dans la pièce qu'il avait cessé de remettre en question ses propres certitudes. Il a regardé ta camionnette, tes vêtements et ton vin de supermarché, et il a porté un jugement sans jamais y revenir. Pas même quand la preuve était juste là, dans le nom de son propre immeuble de bureau. Elle a fait une pause. Il a dit que le pire n'est pas ce qu'il a essayé de faire. C'est qu'il l'a fait sans jamais demander qui tu étais réellement. Il a dit que tu étais son beau-père depuis 4 ans et que si quelqu'un lui demandait de te décrire, il aurait pu dire quelle voiture tu conduisais et ce que tu portais au dîner, et c'est à peu près tout. Il a dit qu'il ne te connaît pas du tout. J'ai laissé cela s'installer entre nous un instant. C'est la chose la plus honnête que Damien ait jamais dite sur lui-même, j'ai dit. Elle a hoché la tête. Je sais. Je me suis levé pour remettre du café. J'ai demandé si elle voulait prendre le petit déjeuner. Elle a dit oui, et j'ai fait des œufs comme Hélène les faisait, avec du cheddar fort et beaucoup trop de poivre, et nous avons mangé à la table de la cuisine. Sans beaucoup parler. La lumière du samedi matin traversait la fenêtre et éclairait les herbes, le vieux plancher et la qualité particulière de silence qu'une vieille maison possède quand elle a été aimée pendant longtemps. Après un moment, Claire a dit, Damien veut venir te parler, si tu le permets. J'ai dit que la porte était ouverte. Elle est partie vers midi. Je l'ai regardée marcher vers sa voiture, la bonne Honda pratique qu'elle conduisait elle-même, aucune influence de Damien là, et j'ai senti quelque chose s'apaiser dans ma poitrine, qui était agitée depuis des mois. Damien est venu le dimanche suivant. Il a frappé au lieu de sonner, ce que j'ai remarqué. Il portait des vêtements ordinaires, pas la présentation d'avocat impeccable qu'il apportait habituellement aux réunions de famille. Un jean, un simple pull gris, et l'expression légèrement vulnérable d'un homme qui a décidé de ne pas gérer la conversation avant qu'elle ne commence. Je l'ai laissé entrer. Nous nous sommes assis dans le salon. Il a commencé à parler avant même que je ne m'assoie. Il a dit qu'il avait réfléchi à ce qu'il aurait fait si les positions avaient été inversées. S'il avait été celui qui avait la maison, la vie et l'histoire, et que quelqu'un lui avait envoyé une lettre juridique lui disant de partir. Il a dit qu'il y avait réfléchi longtemps et qu'il ne comprenait toujours pas comment. Il l'avait rationalisé. Il a dit que sa rationalisation était qu'il aidait
qu'il était pratique et prévoyant, qu'il faisait ce que les gens intelligents faisaient avec le capital. Il a dit qu'il comprenait maintenant que ce qu'il faisait réellement était de se raconter une histoire où il était la personne capable et où j'étais le fardeau, parce que cette histoire était plus confortable que de poser des questions. J'ai dit, Damien, sais-tu ce qui t'a rendu capable? Il a levé les yeux. J'ai dit, chaque chance que tu as eue. Quelqu'un l'a rendu possible. Le cabinet qui t'a recruté à la sortie de ton master, quelqu'un a bâti ce cabinet. Les clients qui t'ont confié leur travail. Quelqu'un a gagné cette confiance avant que tu ne franchisses la porte. L'immeuble où tu exerces, quelqu'un a passé 30 ans à le rendre digne d'y exercer. La majeure partie de l'infrastructure de la vie que tu penses avoir construite toi-même a été bâtie par des gens sur qui tu n'as jamais pensé à te renseigner. Il a dit, comme toi. J'ai dit, pas seulement moi. Comme tous. Ceux qui sont passés avant toi dans chaque pièce où tu es entré, en sentant que tu avais gagné le droit d'être là. Il était silencieux. Je ne dis pas ça pour t'enlever quoi que ce soit, lui ai-je dit. Tu es bon dans ton travail. Je me suis renseigné sur toi professionnellement, et j'ai entendu de bonnes choses. Mais être bon dans son travail et mériter tout ce qu'on veut ne sont pas la même chose. Le premier, tu l'as gagné. Le second est quelque chose que tu vas devoir cesser d'attendre. Il a hoché la tête. Ses mains étaient jointes entre ses genoux et il avait la posture d'un homme plus jeune que celle qu'il présentait habituellement. Moins de façade. Il a dit, je dois te demander quelque chose. Aussi. Je lui ai dit de demander. Il a dit, le renouvellement du bail, est-ce que ça va être un problème pour le cabinet? Il ne demandait pas pour lui-même. Il le disait directement, presque cliniquement. Il a dit que Paul Mercier et les associés s'inquiétaient et qu'il voulait connaître la vérité pour cesser d'essayer de gérer l'incertitude. Je lui ai dit que le renouvellement du bail se ferait au prix du marché, point final, que cela n'avait rien à voir avec ce qui s'était passé personnellement et tout à voir avec le fait que j'avais offert des conditions inférieures au marché pendant des années et que cela devait se corriger quoi qu'il arrive. Je lui ai dit que personne au cabinet ne perdrait son emploi à cause de notre situation familiale et que leur travail avec le groupe Beaumont en tant que client juridique continuerait sans changement tant que leur travail continuerait d'être bon. Je lui ai dit que j'étais capable de séparer les affaires du personnel et que j'attendais de lui qu'il fasse de même. Il a dit, merci. Il l'a dit simplement, sans le ton professionnel. J'ai dit, Damien, comment est ta charge de travail en ce moment? Il a dit qu'elle était substantielle. Je lui ai dit que le groupe Beaumont allait procéder à un refinancement important de 3 propriétés au printemps et que nous allions chercher une nouvelle équipe juridique pour ce travail. Je lui ai dit que Maître Billon gérait mon patrimoine personnel, mais que le travail de l'entreprise était ouvert à la révision. Je lui ai dit que s'il était intéressé, il devrait préparer une proposition et la déposer sur le bureau de Louise avant la fin du mois, et qu'elle serait évaluée sur ses mérites, au même titre que n'importe quelle autre proposition. Il m'a regardé fixement. Pourquoi ferais-tu ça? Parce que tu es bon dans ton travail, j'ai dit, et parce que je préfère donner du travail à quelqu'un que je connais plutôt qu'à quelqu'un que je ne connais pas si le travail en vaut la peine. Il a dit qu'il ne méritait pas ça. J'ai dit, probablement pas. Mais je ne le faisais pas parce qu'il le méritait. Je le faisais parce que Claire l'aimait et parce qu'Hélène avait toujours dit que la mesure d'un homme n'était pas ce qu'il faisait quand les choses étaient faciles. C'était ce qu'il faisait quand il avait été loyalement battu et qu'il devait reconstruire depuis le sol. Je lui ai dit que c'était son moment zéro et que j'étais intéressé de voir ce qu'il allait bâtir. Il n'a rien dit pendant un moment. Quand il a repris la parole, sa voix était différente. Plus basse, plus authentique. Il a dit qu'il était désolé, pas pour les conséquences qu'il subissait ou l'embarras professionnel ou l'une des choses qui avait un coût pratique.
Il a dit qu'il était désolé de m'avoir regardé pendant 4 ans et d'avoir décidé qu'il savait déjà qui j'étais. Il a dit que c'était la chose dont il avait le plus honte et qu'il comprenait si je ne lui faisais jamais pleinement confiance, mais qu'il allait passer beaucoup de temps à essayer de gagner le droit de faire partie de cette famille correctement. J'ai regardé mon gendre pendant un long moment. J'ai pensé à Hélène et à ce qu'elle aurait dit, ce que je savais parce que je l'avais connue pendant 28 ans. Elle aurait dit que les gens sont toujours capables d'être meilleurs que la pire chose qu'ils aient faite tant qu'ils sont prêts à faire le travail. Elle aurait dit que tenir la porte ouverte à quelqu'un qui essaie de la franchir n'était pas de la faiblesse. Elle aurait dit, François, laisse le garçon essayer. J'ai dit à Damien qu'il pouvait commencer par venir dîner jeudi. Il a dit qu'il le ferait. Il est parti et j'ai parcouru ma maison. Les planchers en pin et le plafond bleu charrette visible par la porte de la terrasse arrière. Les buissons de camélias le long de l'allée avant. L'atelier derrière la maison où j'avais construit et réparé des choses et passé la majeure partie de ma vie d'adulte à comprendre qui j'étais entre le travail, la paternité, le mariage et le deuil. J'ai passé ma main sur le plan de travail de la cuisine, celui-là même que j'avais construit quand Claire avait 7 ans et qu'elle avait demandé si elle pouvait aider, et je l'avais laissé faire. Et elle s'était tapée sur le pouce avec le marteau, avait pleuré, puis avait continué. J'ai pensé à l'homme que j'étais à l'âge de Damien, 35 ans et certain de tout. Plein de cette confiance particulière qui vient avant que la vie ne vous ait assez pris pour vous rendre humble. J'ai pensé aux choses que j'avais présumées, aux gens que j'avais sous-estimés et aux leçons qui m'avaient coûté cher avant que je ne les apprenne. L'entreprise ne m'a pas fait. L'entreprise était le témoignage de qui j'étais déjà devenu avant de la bâtir. Idem pour la maison, la camionnette et le mettre ruban à ma ceinture que je gardais par habitude. Rien de tout cela n'était une performance. Tout cela n'était que ma vie réelle. Vécue de la façon dont Hélène et moi avions décidé de la vivre sans avoir besoin que quelqu'un d'autre en valide les termes. Le jeudi, ils sont venus dîner. Damien portait à nouveau un jean. Claire a apporté des fleurs du marché, les mêmes que j'apportais toujours au dîner de famille, et j'ai saisi quelque chose dans son expression quand elle me les a tendues. Une petite communication privée qui disait qu'elle comprenait maintenant ce que ce geste avait toujours signifié. Ils sont restés 3 heures. Damien a posé des questions sur le développement du quartier des Chartrons et a écouté. Vraiment écouté, sans ramener la conversation à lui. Claire a fait le gâteau au yaourt de sa mère de mémoire et a réussi le glaçage presque parfaitement. Quand ils sont partis, Damien m'a serré la main à la porte. C'était différent des poignées de main que j'avais reçues d'eux lui auparavant. Moins de mise en scène, plus de poids. J'ai regardé leur feu arrière disparaître au bout de l'avenue, puis je suis retourné à l'intérieur et j'ai appelé Louise pour lui dire de fixer une réunion avec l'équipe de proposition de refinancement pour la semaine suivante. Ensuite, je suis allé sur la terrasse et je me suis assis sous le plafond bleu et j'ai pensé à Hélène. Comme je le faisais chaque soir, bien que moins avec le deuil pesant des premières années. Et plus avec le sentiment amical de quelqu'un qui est parti, mais dont la présence est ancrée dans tout ce qui vous entoure, les camélias. Le plafond peint, la recette du gâteau mémorisée par votre fille et l'inclinaison particulière de la lumière tardive à travers la fenêtre de la cuisine. J'ai pensé à ce que j'avais dit à Gordon Reeves au Grand Hôtel quand il m'avait interrogé sur le portefeuille, pas question de vendre. C'était toujours vrai. Je l'avais bâti pour le garder, pas comme un héritage, pas comme un levier, pas comme un chiffre à citer dans des salles pleines de gens qui assimilent la valeur à la richesse. Je l'avais bâti parce que bâtir des choses était ce que je savais faire, et parce qu'Hélène avait cru que je le pouvais. Et parce qu'il y avait eu un jeudi froid en 1996 où j'avais 22 € sur mon compte courant. Une petite fille et une femme qui faisaient des doubles services.
Et je m'étais fait une promesse sur ce à quoi le reste de ma vie allait ressembler. Le reste de ma vie ressemblait à ceci, une maison payée avenue 2. La République, un mètre ruban à ma ceinture, un miroir fissuré que j'avais l'intention de réparer, et une fille qui savait enfin qui était son père. Cela me semblait suffisant. Cela me semblait tout.